Bonjour à tous. Alors, moi je vais vous parler effectivement de la biodiversité. Comme l'a dit Laure, hein, on est chargé, nous à l'OFB, des questions de préservation de la biodiversité. Et je vais introduire cette journée avec quelques basiques, c'est-à-dire vous expliquer ce que c'est que la biodiversité dans un premier temps, et puis ensuite quelles sont les pistes, les ébauches de pistes pour faire mieux, parce que les dispositifs actuels, on s'en aperçoit, ne sont pas suffisants pour préserver la biodiversité. Effectivement, le modèle de développement actuel nous contraint, on s'aperçoit qu'il est délétère pour la biodiversité, et qui dit biodiversité dit fondement du développement des sociétés humaines. Si on a des écosystèmes en bon état, les sociétés humaines se développent de façon plus ou moins harmonieuse, plutôt harmonieuse. On parle de bien commun, hein, la nature est un bien commun naturel, la biodiversité est un bien commun naturel, et c'est effectivement le fondement des sociétés humaines. Alors, il faut opérer des changements transformateurs, hein, c'est ce que évoque l'IPBES dont je parlerai tout à l'heure, l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC de la biodiversité, pour qu'on conserve une planète habitable et qu'on arrête de dégrader les écosystèmes qui sont le support de nos sociétés. Afin d'opérer ces changements transformateurs, il faut d'abord considérer le vivant. C'est aussi le titre de la session d'aujourd'hui, hein, considérer les autres vivants, à la fois dans nos choix de vie au quotidien, nos choix individuels, mais également dans nos choix collectifs. Et pour contribuer à notre niveau à construire ces nouveaux récits et faire évoluer ces représentations, nous avons décidé donc de travailler avec des acteurs comme ceux qui font la culture, hein, c'est-à-dire les médias, les artistes, l'école en général. Et nous prévoyons de nouer des partenariats comme celui que nous avons noué avec la Haute École des Arts du Rhin, avec d'autres écoles, ça peut être des écoles de journalisme, avec l'école de la magistrature, partout où on pense qu'introduire ces questions de considération du vivant peut avoir des conséquences sur la fabrication des politiques publiques, mais aussi sur les représentations de nos concitoyens. Je vais donc vous parler de la biodiversité très simplement pour commencer, et dans un second temps, comme je disais tout à l'heure, on parlera de ce qu'on peut faire ensemble. Alors, la biodiversité, c'est quoi? La biodiversité, déjà, c'est là. Si on regarde bien cette photo, on s'aperçoit qu'il y a cette planète bleue qui est la nôtre, hein, et puis tout autour du vide et des étoiles. Et alors pourquoi je montre cette diapo? C'est parce que, en vérité, la biodiversité, la vie, c'est uniquement là, uniquement sur la planète bleue. Jusqu'à preuve du contraire, il y a de la vie nulle part ailleurs. C'est pour vous montrer la préciosité et la rareté de la biodiversité que je projette cette image. Et puis, pour commencer une définition de ce que c'est la biodiversité, on peut dire que c'est la vie, c'est le tissu vivant de la planète. Et si on va aller plus loin, on peut dire aussi que la vie, elle ne se situe que sur une infime surface, sur une infime couche de la planète. Alors, on peut parler de quelques kilomètres, si on considère les fonds marins, mais on peut considérer aussi que c'est quelques mètres seulement de surface sur certaines parties de la partie terrestre de la planète. Et pour évoquer cette rareté, on a souvent coutume d'évoquer ce que les astronautes ou les spationautes c'est les astronautes français, hein, constatent quand ils s'élèvent dans l'espace, voilà, l'unicité. Thomas Pesquet parle de perle bleue au milieu de l'immensité de l'espace. Ça donne bien la perspective, hein, et encore la rareté de la vie sur la planète. Alors je vais rentrer un peu plus profondément dans ce que c'est que la biodiversité. Vous avez ici de nombreuses espèces, baleine à bosse, une grenouille ici, donc des mammifères, mais aussi des oiseaux, des végétaux, des insectes, et puis des bactéries. Ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité des espèces.
la biodiversité spécifique. Donc, bon, vous les reconnaissez, hein, orang-outan, pinson, quart d'air. Je vous montre une deuxième diapositive où on a encore des espèces différentes. Et on voit ici, au milieu à droite, là, qu'il y a des humains. Parce que les humains font partie de la biodiversité. Ils ne sont pas au-dessus, ils ne sont pas à côté, ils font partie de la biodiversité. Nous sommes des animaux, nous sommes des primates humains, comme on a l'habitude de dire. Et là, en bas, au milieu, j'ai mis aussi une image de fourmi avec des pucerons, puisqu'on voit aussi là ce qui constitue la biodiversité, c'est les relations entre espèces. Vous savez que les fourmis élèvent des pucerons pour se nourrir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interdépendance entre ces deux espèces. Alors ce n'est pas valable pour toutes les fourmis, mais pour celle-ci en tout cas c'est le cas. Et puis pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente la vie sur la planète, le végétal représente 82% de la biomasse sur l'ensemble de la vie sur Terre. Donc la biomasse, hein, c'est si on mettait toute la vie sur une balance, eh bien c'est le poids en fait, hein, de la vie. 82% de la vie sur la planète, ce sont les espèces végétales. 13% ce sont des bactéries de ce poids total, et puis 0,5% ce sont les animaux, seulement 0,5%. Et parmi ces animaux, donc ces 0,5%, vous avez en haut là, alors je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais en vérité c'est pour vous donner juste une idée des proportions. Vous avez le gros cube en haut là qui représente la majorité des animaux, c'est les arthropodes marins, principalement des crustacés, on peut dire. Et tout en bas, vous avez ici là les animaux, en bas ici les mammifères, et puis là les humains qui ne représentent pas grand-chose non plus. Alors ça c'est pour évoquer la biodiversité spécifique. Mais on parle aussi de biodiversité génétique. Ici vous avez, évidemment vous l'avez reconnu, un renard roux, Vulpes vulpes. C'est que des renards sur ces images, mais ils sont tous différents. C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Et puis quand on parle de biodiversité, on parle enfin de biodiversité des milieux, des écosystèmes. Donc là, je vous ai mis à l'écran hein, une vallée agricole, une forêt primaire, une zone de montagne et puis une zone désertique. Tout ça, ce sont des écosystèmes. C'est ce qu'on appelle la biodiversité des milieux. Et puis la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des relations entre les êtres vivants et les milieux dans lesquels ils évoluent. Ici, par exemple, je vous ai mis une chaîne trophique dans un milieu marin. Donc vous voyez qu'il y a le rayonnement du soleil qui permet la photosynthèse et le développement du phytoplancton. Ensuite, le phytoplancton est ingéré par le zooplancton d'autres animaux qu'on appelle le necton. Donc le necton, par rapport au plancton, les nectons, ce sont les animaux qui se déplacent de façon active volontaire. Le plancton étant les végétaux et les animaux qui se laissent déplacer au fil du courant. Donc ça forme une chaîne alimentaire. Et puis ensuite, vous avez les bactéries qui interviennent aussi pour dégrader le milieu et permettre au phytoplancton, encore une fois, de recommencer leur développement. Et puis quand on parle aussi de relations du vivant, on a l'habitude aussi de citer ceux qui habitent à l'intérieur de nous, hein, ce qu'on appelle le microbiote. Alors on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais aussi le microbiote de la peau. C'est toutes les bactéries, tous les êtres vivants qui peuplent notre corps et avec lesquels on ne pourrait pas vivre si ils ne nous colonisaient pas. C'est important pour notre santé, pour notre digestion, la protection même hein, de notre santé. Et quand on parle de biodiversité, alors on a commencé là à bien voir ce que c'était, hein, c'est donc l'ensemble du vivant, les humains en font partie, on en a besoin, c'est le support du développement de nos sociétés, c'est un bien commun, essentiel à l'humanité, et puis on dit aussi donc qu'on en dépend, elle nous rend des services. Ici, vous avez à l'image l'ensemble des services que la biodiversité nous rend. Alors,
On peut parler des services de régulation, là, en bas. Hein. Ça permet d'avoir des sols fertiles, ça permet la pollinisation, ça permet le stockage du carbone, ça permet de refroidir les villes, ça permet la lutte naturelle contre certaines maladies du végétal, par exemple. Ça permet la purification de l'eau et le stockage de l'eau. Ça, c'est les services de régulation. On a ensuite les services culturels. La nature, ça permet de se distraire, ça permet de s'inspirer du point de vue artistique, par exemple. Vous avez aussi les services d'approvisionnement, ce sont les plus connus. Grâce à la biodiversité, on se nourrit. Grâce à la biodiversité, on peut boire. On peut se procurer des matériaux de construction, par exemple. On se procure l'énergie. Donc tout ça pour vous dire qu'on est très dépendant de la biodiversité, intégralement dépendant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la biodiversité est le fondement du développement des sociétés humaines. Jacques Weber, qui est un écologue et un économiste, disait qu'il valait mieux parler de développement viable plutôt que de développement durable, et que le développement viable ne pouvait pas se faire sur des écosystèmes dégradés. Tout dépendait de ça. C'est un peu le propos que je vous tiens également aujourd'hui. Et puis je précise que quand on parle de biodiversité et de services qu'elle nous rend, il faut ajouter que la biodiversité, elle peut exister pour elle-même. C'est-à-dire que si l'humain n'était pas là, la biodiversité, elle a le droit, en quelque sorte, d'exister. Les questions de droit sont sans doute abordées par les intervenants qui me succéderont. Alors, je mets aussi cette image-là parce que on voit ici, comme je disais tout à l'heure, donc ça nous fournit l'alimentation, mais également, c'est pas une alimentation qui est brute, c'est une alimentation qui peut être transformée, et avec l'ingéniosité des humains, on voit que tous ces éléments qui sont sur cette table, et la table elle-même, provient de la biodiversité. On a une nappe, on peut considérer qu'elle est en coton, provient de la biodiversité. On a des chaises qui sont en plastique. Donc le plastique, c'est issu du pétrole. Le pétrole, issu de végétaux dégradés au fil des millénaires, qui a donné le pétrole. On a du pain, le blé, la fermentation avec les bactéries, les ferments, etc. Tout ça, c'est de la vie. Donc, je vous mets ça là pour bien conscientiser que, encore une fois, la biodiversité, ça nous permet d'avoir toute cette variété d'alimentation, y compris le vin, que vous avez. Je n'ai pas fait de commentaires. Alors, la biodiversité, elle est également menacée par nos modèles actuels de développement. On parle de 5 grandes menaces qui sont identifiées par l'IPBES, et puis je parlerai un peu de l'IPBES pour vous dire ce que c'est. Donc, ils ont classé les 5 menaces dans cet ordre-là. Première menace qui pèse sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des terres et de la mer, c'est-à-dire la destruction des habitats liés notamment à l'urbanisation, à l'aménagement, à ce qu'on appelle les infrastructures de transport, notamment les infrastructures linéaires, que sont les routes, les voies ferrées, les parkings, etc., mais j'en reparlerai. Et puis, on a aussi des destructions dues aux aménagements de territoire, dues à l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture. La deuxième cause de dégradation de la biodiversité, c'est l'exploitation directe de celle-ci. Avec la surexploitation, on pense bien sûr aux surexploitations des populations de poissons. Alors là, je fais une petite parenthèse. Moi, je parle de population de poissons plutôt que de stock de poissons. Il me semble que c'est important d'utiliser ce vocabulaire-là parce que ça nous permet, encore une fois, la considération. Si on dit que c'est du stock, c'est de la matière. Si on dit que c'est des populations, ce sont des individus. Et ça, c'est juste une façon d'introduire le fait qu'en employant un vocabulaire adapté, on considère les autres vivants, qui est un peu le thème de notre journée. Et donc la surexploitation, c'est bien sûr la surexploitation aussi de la forêt. On a des exemples au quotidien, notamment dans certaines forêts tropicales, on pense au Brésil ou certaines forêts d'Afrique par exemple, mais c'est le cas aussi dans la dernière forêt primaire d'Europe, en Pologne. Troisième menace, le changement climatique, qui aggrave toutes ces causes, qui modifie les conditions de vie des êtres vivants. Et ça, vous le savez très bien. Donc nous, on lit vraiment les questions de biodiversité et climat. On sait que le climat a pris dans l'opinion une place prépondérante, mais on a quand même une bombe à retardement là sur la dégradation des écosystèmes, qui est beaucoup plus difficile à mesurer avec des indicateurs précis. Le réchauffement climatique, on a la concentration
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui nous permet de chiffrer. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe à considérer et à mesurer. Donc, on a un pas de temps décalé là dans la représentation et dans la considération qu'on doit avoir pour elle et pour agir pour sa préservation. Quatrième menace, la pollution des eaux, de l'air et du sol, mais aussi la pollution lumineuse. Olivier parlait de trame noire tout à l'heure. La trame noire, c'est si vous voulez, les courants de déplacement des animaux dans le noir. Les chauves-souris en ont besoin, les insectes en ont besoin. S'il y a trop de lumière, ils sont perturbés dans leur déplacement. Et il y a aussi la pollution phonique. On a des exemples en Méditerranée, notamment quand des sous-marins utilisent des sonars très puissants. Ça peut tuer dans un rayon d'1 kilomètre les cétacés. On s'est aperçu de ça dans un rayon d'1 kilomètre autour de ces sonars très puissants. Tous les mammifères marins peuvent être décimés. On a des études qui montrent ça, notamment des jeunes dauphins qui sont retrouvés autopsiés. On s'aperçoit que c'est ces sonars qui ont abîmé les cétacés. Et puis enfin, la propagation des espèces exotiques envahissantes, évidemment accélérée par le développement des activités économiques avec ces grands paquebots ces grands porte-containers qui vont d'un bout à l'autre de la planète et qui amènent des espèces non indigènes dans des territoires, et ces espèces non indigènes prennent la place d'autres espèces jusqu'à les détruire. C'est notamment le cas dans les espaces insulaires où la biodiversité est alors souvent endémique, c'est-à-dire qu'on la trouve parfois qu'ici, et elle peut être détruite. Les rats, par exemple, peuvent envahir des îlots et détruire toute vie parce que les espèces ne sont pas habituées, les espèces qui sont là ne sont pas habituées à se défendre contre des prédateurs qu'elles n'ont pas l'habitude de côtoyer pendant des millénaires. Alors, il faut que je vous dise un mot sur ce qu'est l'IPBES. Vous connaissez le GIEC, bien sûr, c'est le groupement intergouvernemental scientifique qui est validé par les États. Donc les propositions des scientifiques qui sont faites donc aux États, aux collectivités, aux citoyens doivent être adoptées afin de permettre de promouvoir des politiques publiques et des changements de comportement pour préserver le climat. Mais pour la biodiversité, on a une autre instance qui s'appelle l'IPBES, qui est moins connue parce qu'elle est plus jeune. C'est une organisation qui évalue l'état de la biodiversité, les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure, et qui fait des recommandations de la même manière au gouvernement, à la société civile, au secteur privé. Et donc les 5 menaces dont j'ai parlé, effectivement, menacent nos conditions d'existence même. Et comme le dit Hubert Reeves, qui est un scientifique astrophysicien, mais également militant des questions d'environnement, il dit « On a l'impression qu'on mène une guerre contre la biodiversité, et si nous gagnons, nous sommes foutus. » C'est ce que dit Hubert Reeves, qui est un peu alarmiste, mais je pense qu'il faut prendre en considération cette façon de voir les choses. Là, je vous montre une infographie produite par l'IPBES qui montre que pour faire court, sur 18 services écosystémiques, 14 sont en déclin aujourd'hui. Et on se dit que si on n'inverse pas la tendance, l'habitabilité de la planète est fortement menacée. Alors pour finir cette première partie de la présentation, je vais vous montrer quelques infographies qui me semblent être très parlantes. La première, c'est celle-ci. Je vous laisse la regarder, je pense que c'est lisible, ça c'est grand. On s'aperçoit en effet que la plupart des micropolluants, des microplastiques, proviennent évidemment des activités humaines, c'est plus une surprise, c'est pas une surprise. Regardez là, si on additionne tout ce qui vient du système de transport routier, les pneus, les poussières urbaines, les marquages routiers, ça fait pratiquement 60%. 60% des microplastiques qu'on retrouve dans l'océan proviennent du système routier. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des pneus, 28%, et la solution, ce serait par exemple, il ne s'agit pas d'arrêter de se déplacer en voiture, mais par exemple, on pourrait dire, puisque c'est l'abrasion des pneus sur le sol qui provoque
ces micro-déchets de plastique. Il s'agirait de faire des véhicules plus légers, par exemple, ce serait une solution, et surtout avec des pneus plus étroits. Ça permettrait de réduire le contact entre les surfaces abrasives que sont les routes et puis le pneu. Et puis on a aussi également 35% de ces polluants qui viennent des textiles, c'est-à-dire essentiellement des vêtements que nous portons, des textiles synthétiques, donc issus du pétrole. Ça fait des micro-particules qu'on retrouve et qui ne se biodégradent pas. En fait, elles se parcellisent. Ça viennent de plus en plus petites, mais elles ne se dégradent pas en vérité. Il y a quelques bactéries qui les dégradent, mais globalement, ça peut rentrer dans la chaîne alimentaire. On en retrouve c'est ingéré par certains poissons, etc. Une autre image qui me semble très marquante de l'impact de nos activités sur la planète, c'est celle-ci, je vous laisse regarder également. 70% des oiseaux, alors on parle de biomasse, hein, mais on peut faire une extrapolation sur les populations. On peut dire que 70% des oiseaux présents sur la planète sont des oiseaux d'élevage, c'est-à-dire ceux qui nous servent à manger, à nous nourrir. Donc des poulets, des canards, des dindons. Et seulement 30% sont l'avifaune sauvage. Et puis j'ajoute celle-ci, qui est encore plus marquante, me semble-t-il. 96% des mammifères qui peuplent la planète sont des humains et leur bétail. Les vaches, les cochons, les moutons. Et il reste que 4% de la biomasse des mammifères qui sont des animaux sauvages. Vous vous rendez compte l'emprise des activités humaines et puis de ce qu'on déploie comme moyen et de ce qu'on rogne potentiellement comme espace sur le sauvage pour nous nourrir essentiellement. Et puis pour vivre, 36% des humains quand même. Un autre indicateur qui est intéressant, c'est la disparition des oiseaux communs. Vous voyez ici que sur 30 ans, on a une baisse des populations d'environ 25%. Donc c'est des oiseaux communs, inféodés au milieu agricole et au bâti, et au milieu forestier. Donc par exemple les hirondelles de fenêtre par exemple. Si vous aviez en 1989 100 hirondelles dans un territoire donné, aujourd'hui, sur ce même territoire, vous n'en avez plus que 75. Une dernière infographie sur les chiffres. Vous voyez ici le déclin des insectes. Alors, le titre de la diapositive, c'est « Le déclin massif des insectes menace les écosystèmes ». Ça menace les écosystèmes et évidemment, ça menace les sociétés humaines elles-mêmes. Alors, la diminution des insectes, c'est dû évidemment à l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides, la destruction des haies, la destruction des zones humides. La plupart des insectes que vous voyez là, un trichoptère éphémère, libellule, ce sont des espèces inféodées au milieu humide. Et on a beaucoup de destruction de zones humides, même si on a des programmes mondiaux qui sont là pour les préserver. Parce que les milieux humides, ça permet aussi la filtration des eaux de surface, qui permettent aussi aux humains de s'approvisionner en eau sans trop de coûts, sans trop de retraitement de l'eau. Et pourquoi donc là, vous voyez, 41% des populations d'insectes au niveau monde ont disparu en 10 ans. Donc c'est encore plus rapide que pour les oiseaux. Alors les oiseaux sont eux-mêmes inféodés, parce que la menace elle pèse parce que ces insectes ils entrent dans la chaîne alimentaire, mais également ils ont un rôle de pollinisateur essentiel et puis ils ont un rôle de décomposition des matières organiques pour faire fonctionner les chaînes trophiques dont je parlais tout à l'heure. Alors, bon, le tableau a l'air un peu noir, mais on a quand même cette organisation qu'on appelle l'IBES qui fait des propositions et qui donne une vision de ce qui pourrait être fait pour que la biodiversité aille bien mal. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps file. Alors,
l'IBES propose d'agir à la fois sur les facteurs indirects et les facteurs directs du déclin de la biodiversité. Elle propose d'opérer des changements transformateurs, et c'est une véritable révolution qu'il propose. Il parle de réorganisation fondamentale, systémique des facteurs économiques, sociaux, technologiques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Donc là, on parle évidemment de facteurs directs et indirects. Et tout ça, c'est issu d'une analyse des causes de déclin de la biodiversité, et ce que je disais tout à l'heure aussi, des échecs des politiques de préservation telles qu'elles sont menées actuellement. On est plutôt dans la politique des petits pas, si on veut, et ça, on s'aperçoit que c'est complètement insuffisant. Donc il faut opérer des changements de paradigme, un véritable chamboulement en fait de nos façons de faire. Alors ils exposent une analyse en 3 temps, ces chercheurs. D'abord identifier les enjeux majeurs qu'il faut relever, les défis en quelque sorte, nourrir l'humanité sans détériorer la nature, atteindre les objectifs climatiques sans entraîner une utilisation massive des terres et des pertes de biodiversité, conserver et restaurer la nature tout en contribuant positivement à la qualité de la vie humaine, préserver l'eau douce pour la nature et pour l'humanité, équilibrer l'approvisionnement alimentaire par les océans avec la préservation de la biodiversité, ressourcer les villes tout en préservant la nature qui les sous-tend. Et les villes, on en parlera aussi tout à l'heure. Puis, ils évoquent ce qu'il faut faire. Alors, toutes les organisations doivent se doter d'une gouvernance intégrative, c'est-à-dire incluant le plus possible d'acteurs, adaptative, c'est-à-dire qu'il faut que cette gouvernance elle soit plastique, modulable, et puis les participants à ces gouvernances, les humains qui participent à cette gouvernance, et peut-être les non-humains, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Pascal Ferrand, il faut qu'elles soient informées et inclusives. Alors, quels leviers on utilise Ça peut être des incitations fiscales, ça peut être de la coopération sectorielle, des actions préventives, droit de l'environnement, on en parlera aussi tout à l'heure. Et puis, pour opérer tout ça, on peut s'appuyer sur des points de levier. C'est comment faire. J'ai entouré là 2 choses qui me paraissent importantes et qui peuvent vous interpeller parce que, comme on disait tout à l'heure, vous êtes peut-être des futurs influenceurs. Vous êtes ceux qui peuvent faire évoluer les représentations de nos concitoyens pour faire évoluer nos valeurs, nos comportements. Il s'agit de points de levier, notamment il s'agit d'adopter des visions de bien-être différents. Moi, je dis souvent qu'il faudrait que dans l'imaginaire collectif, il soit plus cool de se déplacer en vélo qu'en Ferrari. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On considère que quelqu'un qui roule dans une grosse voiture, c'est quelqu'un qui a réussi, comme on dit. Moi, j'aimerais, par exemple, qu'on considère que quelqu'un qui se déplace à vélo, c'est quelqu'un qui a un esprit libre, qui a des valeurs collectives, de respect, de considération, etc. Je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Et puis, il s'agit aussi, parmi ces leviers, de promouvoir l'éducation et la production et le partage de connaissances. Alors, les conditions nécessaires à ces changements transformateurs. Là, je vous ai mis un schéma qui explique qu'il faut faire évoluer les valeurs, les connaissances, l'environnement, la technologie et l'organisation sociale, tout ça de façon connectée. Si vous voulez, si on considère par exemple que la nature est effectivement le fondement des sociétés humaines, on se dit que on peut faire évoluer nos systèmes en considérant le social-écologisme ou l'écologie sociale, c'est-à-dire le fait de considérer que l'écologie doit prendre en considération de façon première le social. Et donc, il faut mobiliser de la connaissance pour ça et faire évoluer nos valeurs. Et puis, ça a aussi une incidence sur notre organisation sociale et sur les technologies qu'on utilise. Les technologies qu'on utilise, par exemple, l'agroécologie, les solutions fondées sur la nature. Voilà un système qui permettrait sans doute de faire évoluer nos sociétés. Et enfin, on a ici un peu un résumé de ce que propose l'IPBES pour faire évoluer nos modèles.
prendre en considération ces facteurs de changement, hein. J'ai entouré le culturel, encore une fois, qui nous concerne au premier chef, mais donc ça, c'est les facteurs indirects dont je parlais tout à l'heure, les facteurs culturels, économiques, démographiques, technologiques, et puis les facteurs directs, qui sont les menaces en quelque sorte. Utiliser les leviers, que sont la gouvernance, les modes de production, les modes de consommation, par exemple. Et dans tous ces domaines d'action, agriculture, pêche, aménagement, et il s'agit que l'ensemble des acteurs, y compris des citoyens, soient mobilisés. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais redonner la parole à Olivier, et je vous remercie de votre attention.